Aujourd'hui, on va parler avec Inter de l'architecture microservices. Donc, moi, je me présente, c'est l'ami Mohamed, je suis développeur .NET. Je suis chez Exim depuis 2017 et aujourd'hui, je suis en mission chez GS1 France. Inter. Bonsoir, bonsoir à vous tous. C'est Antel Benali, ingénieur développeur .NET. J'étais chez Xteam depuis 2 ans presque. Et aujourd'hui, on va présenter les architectures microservices, les bonnes pratiques et tous les outils nécessaires pour implémenter ce domaine-là. Et voilà. Ok, donc on va commencer par une petite présentation sur les éléments dont on va parler. Donc, on va faire une petite comparaison entre l'architecture monolithique et les microservices. Ensuite, on va parler de l'intégration de cette architecture, les outils et les bonnes pratiques. Après, on va étudier en fait le cas du passage de monolithe vers microservices. Il y aura aussi le déploiement et le monitoring, les outils qui sont disponibles pour faire ça, la mise à l'échelle, le scaling, les avantages et les inconvénients des microservices, une mise en place et le choix de techniques. Ensuite, on va citer quelques exemples d'utilisation. Et à la fin, on va vous donner quelques points d'attention. Donc, je vais commencer par la première partie qui parle de la comparaison entre le monolithe et les microservices. Donc, on va essayer de comparer les deux architectures. On va commencer par, bien sûr, les monolithes. Les monolithes, c'est toutes les applications classiques que vous connaissez, de type MVC, DAO, service, ou peu importe le type. Bien sûr, aujourd'hui, on va pas parler que de technologie .NET, donc on en parle en général. Les monolithes, donc c'est le bloc classique d'application voilà, comme vous voyez sur le schéma, un schéma classique, load balancer qui va passer par des réseaux pour arriver au niveau de l'application monolithe. Et après, on va avoir besoin des réseaux aussi pour passer à la base de données. Donc ça, c'est vraiment le classique standard, quoi. En fait, pour ce type d'architecture, bien sûr, il y aura des avantages que vous connaissez tous, je pense. Bien sûr, il y a de la simplicité de mise en place pour les applications et la base de données, une seule code base, l'efficience à petite échelle, la latence de l'application. Aussi, pour les bases de données, les requêtes, vraiment, on peut faire des requêtes, faire des jointures très simplement sur une seule base, puisqu'on n'en a qu'une seule. Un seul schéma, donc un seul déploiement. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des avantages de la partie monolithe. Et il y a aussi il y a bien sûr des inconvénients. Il y a autant, comme vous voyez sur le schéma, il y a autant d'inconvénients que des avantages. Sur les applications, il y a une mauvaise application de modularité, parce que c'est un seul bloc. Le temps de build, il est lent, bien sûr, parce qu'on va tout déployer d'un coup à chaque fois, pour chaque mise à jour. Aussi, le mauvais scaling. Donc, on aura un scaling vertical pour faire des extensions de notre application. Et aussi pour les bases de données. Donc, les bases de données, on aura un couplage fort, très dur. Et pareil, le scaling des bases de données et la redondance, ça sera compliqué. Donc, vous voyez, pour le monolithe, on utilise toujours aujourd'hui, mais voilà, vous voyez il y a autant d'avantages que des inconvénients. Mais aujourd'hui, en fait, notre industrie d'informatique, de déploiement, de développement, a évolué. Donc aujourd'hui, on parle de Domain Driven Design, de DDD, de l'intégration continue, de la virtualisation à la demande.
de l'automatisation des infrastructures, donc des équipes de développement qui sont autonomes, le défi de la mise en échelle des systèmes d'une façon automatisée. Donc toutes ces techniques et notions vont bien sûr aider à submerger l'architecture microservice qu'on veut utiliser aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on avait autant d'avantages ou d'outils pour pouvoir en fait réimaginer une autre façon en fait de développement. Donc, pour les caractéristiques, bon, il n'y a pas de définition pour les microservices, mais pour moi, il y a des caractéristiques. Et le caractéristique essentiel pour les microservices que vous connaissez tous, j'imagine, c'est que en fait, un microservice, c'est assez petit et focalisé sur une seule responsabilité. Et ça, je pense que ça vous rappelle les principes solides que vous connaissez tous. Donc, les principes solides qu'on connaît. Donc, et le premier principe, c'est la Single Responsibility Principle. Donc, il faut que chaque petit bloc a une seule responsabilité et pas une centaine. Donc, ça, c'est le caractéristique numéro un des microservices. Il y a aussi d'autres caractéristiques, bien sûr. C'est que l'application soit autonome, organisée autour des capacités métiers et non pas techniques. On parle de produits et non plus d'un projet. Donc, on parle de plusieurs produits et non pas qu'un seul projet. Des canaux de communication pauvres, des gouvernances décentralisées, le management de données décentralisé aussi, donc l'automatisation de l'infrastructure, infra as a code. Donc ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Je pense que c'est la demande du marché. Et bien sûr, on va penser d'une façon de design for failure. Donc on va provoquer la failure pour arriver à concevoir quelque chose de stable et durable. Par la suite, on va imaginer en fait cette nouvelle architecture d'une façon. Moi j'aime bien le mot brique parce que c'est des briques pour moi ou comme on va créer une puzzle. On aura plusieurs briques en fait pour construire un système stable. Donc les microservices en fait ils doivent être remplacés. Donc chaque brique elle doit être remplacée d'une manière indépendante sans casser le reste. Et pareil pour les mises à jour. Donc, chaque mise à jour d'une partie du système ne doit pas impacter l'application ou la stabilité de l'application. Donc, pour résumer un petit peu cette partie, donc on a vu que les monolithes, c'est une organisation au niveau technique qui va se baser sur la partie front, le serveur, la base de données, donc 100% technique. Et de l'autre côté, on a des microservices qui sont organisés au niveau métier, donc ils vont être conçus. Là, j'ai mis des exemples, on va dire de livraison, catalogue de produits, achats. Donc, on va penser vraiment métier. On va pas penser que du technique. Et là, comme vous voyez, ça nous fait penser en fait j'aime bien le titre, le retour de la vengeance de SOA, parce que aujourd'hui, en fait, la majorité des boîtes ou de sociétés ont un grand problème des ESB. Et comme vous voyez sur le schéma, un ESB, c'est un spaghetti box parce il y a tout qui transite dedans et plusieurs services peuvent en fait avoir une complexité vraiment dure à résoudre. Donc, contrairement à une solution basée sur l'ESB, les échanges sur des microservices se font sur des canaux pauvres, comme on l'a dit tout à l'heure, sans médiation, sans transformation. Donc, il y aura vraiment de bout en bout un échange en fait simple et rapide. Et du coup, moi, j'ai bien remarqué que avant, en fait, historiquement, on parlait de SOA comme quelque chose qui était laissé ou délaissé.
des années 90. Après, pendant les années 2000, le modèle a évolué. Et aujourd'hui, en fait, on demande que ça. On demande une SOA, une architecture qui est basée sur les services, quoi. Donc voilà. Euh, on va passer maintenant pour la partie intégration. Donc, on va parler des outils et des bonnes pratiques. Moi, je vais commencer par les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques pour commencer un projet qui se base sur l'architecture microservice, c'est que, en fait, notre API, il faut qu'il soit technologie agnostique. Technologie agnostique, ça veut dire que, en fait, on va pas être dépendant au niveau des communications d'une stack technologique bien définie. C'est-à-dire, il faut que notre brique, comme je disais tout à l'heure, soit indépendante et c'est que on peut la changer à tout moment par n'importe quelle technologie. C'est-à-dire, il faut pas être vraiment, il faut pas avoir une dépendance technologique, quoi. Aussi, il faut garder votre service le plus simple possible pour que les clients, on va dire les consommateurs en fait de votre API. Il faut qu'il soit en fait la consommation elle soit simple, rapide, compréhensible par tout le monde. Et aussi, il faut cacher les détails de l'implémentation. Donc, vous ne devez pas créer de couplage entre votre implémentation et ce que le client demande. C'est-à-dire, il faut que ça soit vraiment quelque chose de standard, de simple à faire, et que ça soit pas vraiment conçu pour ce client ou pour ce consommateur spécifique. Donc, j'ai parlé beaucoup de la communication. Bien sûr, vous savez tous que la communication préférée aujourd'hui, c'est la communication REST. REST, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un style d'architecture distribuée qui n'est pas un protocole ou un format ou un standard donc, qui est basé sur les méthodes HTTP. Donc, c'est le grand atout des API REST. On a plusieurs donc, méthodes qui vont nous permettre en fait de faire des évolutions simplement et rapidement. Aussi, en fait, les avantages de l'API REST, c'est que beaucoup de plateformes et de langages supportent le HTTP. Et bien sûr, donc on aura plusieurs clients possibles, ainsi que la disposition des avantages d'HTTP et la disposition de plusieurs formats tels que XML, JSON ou Atom. Donc vraiment, REST, c'est un outil euh, plutôt efficace pour n'importe quel type d'application. Il y a une autre idée que, en fait, que tout le monde en fait échange aujourd'hui, c'est que il faut penser à la maturité des API. Donc, il y a le principe ou le modèle en fait de maturité de Richardson qui permet d'évaluer le niveau de maturité de votre API. Donc, il possède 4 niveaux. Il y a un niveau 0 où on a une seule URI, niveau 1 où on a plusieurs URI et un seul verbe, niveau 2 plusieurs URI et plusieurs verbes, et le niveau 3 où on a vraiment un hypermédia. Donc là, je vous montre un petit schéma qui illustre ça. Aujourd'hui, je pense que la majorité des nouveaux projets fixent au moins le niveau 2 de ce modèle, c'est-à-dire avoir plusieurs URI avec plusieurs verbes, donc permettre en fait, c'est-à-dire donner la possibilité d'avoir une interface qui est complète des API et pour avoir en fait quelque chose qui est facilement utilisable par n'importe quel client. Maintenant, on va passer par la partie donc moi je l'ai nommé From Monolith to Microservice. Je pense que c'est l'enjeu qui se présente aujourd'hui pour pas mal de projets. Donc, on veut passer d'un monolithe vers un microservice. Euh, il y a une théorie qui était instruite par Martin Fowler qui dit qu'il a appelé Monolith First.
En fait, lui, il pense que parmi ses expériences, il dit qu'en attendant des histoires sur des équipes utilisant une architecture de microservices, j'ai remarqué un pattern commun, c'est que en fait, le success story des microservices ont commencé avec un monolithe et après, qui est devenu très grand et qui était brisé pour avoir des microservices. Et il dit aussi que presque tous les cas où j'ai entendu parler d'un système qui a été conçu avec des microservices from scratch s'était retrouvé dans de graves problèmes. Donc ça, c'est sa théorie personnelle, mais c'est intéressant en fait. Il schématise ça, comme vous voyez ici, c'est marrant en fait. Si on commence par ici en fait et qu'on va attaquer directement les microservices, là, il a schématisé des dragons, donc parce que ce sera difficile, et que si on passe par un monolithe, c'est-à-dire à l'ancienne un seul bloc, et après on va le casser, ce sera plus simple à accéder à un système de microservices stable. Donc ça, c'est une théorie qui est intéressante. Il y a toujours un débat dessus, mais voilà, c'est intéressant de le savoir. Et je vous invite, si vous voulez, de faire des recherches dessus sur Internet. Et si on passe sur la partie qui parle c'est-à-dire si on veut vraiment, mis à part cette théorie, de parler étape par étape du passage d'un monolithe vers des microservices, il faut commencer par définir en fait les raisons qui nous ont poussé pour découper notre application. Donc, si par exemple une partie de votre application va opérer de grands changements ou que la structure de votre équipe va obliger en fait ce passage vers des microservices, c'est-à-dire découper en fait l'application pour avoir plusieurs équipes, ou bien la sécurité. Donc, si on veut protéger une partie des données et les faire migrer vers des microservices, ou bien tout simplement la technologie. Voilà, donc l'enjeu est là aujourd'hui en fait. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est la théorie des Sims. Dans son livre, en fait, Michael Fitter définit le concept des Sims. C'est quoi un Sims? Un Sims, c'est un morceau de code pouvant être isolé et sur lequel on peut travailler sans impact sur le reste de la code base. Donc, en fait, le but est donc d'identifier des Sims, des bouts de code qui vont être séparés de l'application et qu'on pourrait définir en tant que microservice, sans casser bien sûr le legacy code qu'on a déjà. Donc on peut séparer, on peut créer des blocs, des petits blocs de code base qu'on va mettre dans des microservices, bien sûr, sans impact sur le reste. Mais il faut bien sûr identifier ces Sims et que ça soit simple à faire. Pour découper un monolithe, en fait, aussi, il faut penser à faire un découpage par itération. C'est-à-dire ne pas en fait attaquer le découpage de toute l'application d'un coup, c'est-à-dire avoir plusieurs blocs et après se retrouver à gérer tout ça d'un coup. Il faut vraiment commencer par un petit bloc qu'on sépare de l'application. Ensuite, on, on, on va évoluer sur le reste et éviter un découpage trop fin, trop orienté sur la technique. Donc, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut penser DDD, c'est-à-dire penser sur un concept métier et éviter en fait de se concentrer sur le technique. Donc, avoir des microservices vraiment qui sont orientés métier. Pour le DDD, on peut utiliser les bounded context, donc les contextes bornés, et comme j'ai dit tout à l'heure, le regroupement en blocs fonctionnels. Euh, donc pour cette partie, je pense qu'on a tout dit. Donc on va passer au déploiement et monitoring. Donc aujourd'hui, on utilise bien sûr l'intégration continue et je pense que c'est assez inévitable aujourd'hui c'est-à-dire sur le développement
informatique de ne pas utiliser l'intégration continue. Mais là, je vais faire une comparaison en fait entre l'intégration continue sur un monolithe et l'intégration continue avec des microservices. Donc là, le premier schéma, il vous montre un exemple d'intégration continue pour un monolithe. Donc chaque changement de code entraîne un build, donc un build de toute l'application, tout le bloc qu'on va essayer de déployer et par la suite avoir nos services qui sont séparés déjà. Donc, mais le problème, c'est toujours un seul build pour le tout. Donc, on aura finalement le même résultat qu'un découpage microservice. Je vous montre le schéma déjà. Donc, vous voyez, ici, on a un seul repository pour chaque microservice. Donc, si je veux modifier le user service, je ne vais pas déployer tous les autres blocs. Donc, je vais déployer que le user service et avoir le mise à jour ici, directement. Donc, éviter que ça soit déployé le bloc en entier. Aussi, mis à part l'intégration continue, donc aujourd'hui, on encourage bien sûr la livraison continue, compiler, tester, livrer à l'environnement suivant. Donc, vraiment, c'est l'idée en fait qu'on doit appliquer à tout niveau. Donc, il faut que, en fait, notre mise à jour pour chaque feature, avoir quelque chose qui est automatisé, qui est testé, qualifié et mis en production. Une fois qualifié, c'est-à-dire il faut que ça soit mis en production directement. Donc, bien sûr, créer des pipelines. Euh, Insister que ces pipelines soient robustes, soient bien entretenus, ne pas en fait casser ce système pour ne pas avoir d'immutables serveurs. C'est ce que je vais dire maintenant. Je vais parler de cette partie en fait. Les immutables serveurs, c'est d'avoir des serveurs en fait qui sont isolés. Et, et ça, c'est pour lutter vraiment contre la configuration Drift. Euh, et le principe ici, c'est que en fait, à chaque mise à jour, on ne va pas en fait déployer directement sur le serveur de production. L'idée ici, c'est de déployer sur un serveur B, tester ce serveur B, voir si tout est fonctionnel, et ensuite faire le switch vers ce nouveau serveur ou le serveur B. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait au moins deux entités pour chaque serveur en production et que ça soit vraiment isolé et que ces serveurs soient identiques. C'est-à-dire, il ne faut pas en fait avoir des serveurs qui sont pas, que l'un, c'est ça en fait la configuration Drift, c'est d'avoir un serveur qui n'est pas en fait à jour par rapport à l'autre. Donc, il faut toujours avoir les deux serveurs au même niveau au cas où on a un problème. Donc, on switch directement sur l'ancienne version. Aussi, au niveau des déploiements, on compare ici le déploiement de monolithes par rapport aux microservices. Le grand avantage des microservices, c'est que les microservices, on peut les déployer sur des plateformes diverses, c'est-à-dire avoir un bout c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire ou bien un microservice qui est déployé en local, un autre qui est déployé sur un conteneur Docker, l'autre qui est en cloud. On s'en fiche en fait. C'est que l'essentiel, c'est que ces microservices communiquent, mais une qui est déployée sur Linux et l'autre sur Windows, on s'en fiche, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment intéressant et puissant. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut que encourager. Il y a une autre partie qu'on on parle là pour le monitoring. Donc bien sûr, il faut mettre en place une gestion des logs. Là, j'ai mis Kibana comme exemple. Donc, vous savez que le Kibana, en fait,
il y a tout ce qui va pour avoir un monitoring bien stable. Donc, on va acheminer des logs pour chaque service et ces logs, ils vont être euh, collectés par le Logstash qui va les transmettre à Kibana et avoir par la suite un monitoring bien clair. Euh, et aussi, là, c'est ce qu'on encourage aujourd'hui, c'est d'avoir un corrélation ID. Un corrélation ID, c'est un ID qui est généré en fait de bout en bout, c'est-à-dire avoir un ID qui est généré au niveau du front, par exemple, qui est transmis à chaque niveau, et du coup, on aura une trace dans chaque bloc. Comme vous voyez sur l'exemple du schéma, l'ID qui a été généré au niveau du front, il est transmis au service qui est lié, le Registration Service, et par la suite, pour chaque petit bloc ou chaque microservice, on va envoyer le même ID. Donc si on a un problème dessus, on peut tracer le chemin en fait de cet ID. Et comme je peux vous montrer aussi un exemple de log. Donc là, c'est un bout de log qui montre en fait comment on pourra avoir ce corrélation ID sur les fichiers de log. Donc tout ça, bien sûr, qui va nous permettre en fait d'avoir un métrique. Là, j'ai mis un métrique de chez Azure. Bon, pour Azure, c'est un petit peu plus automatisé. Donc, on aura des métriques pour chaque composant de notre système. On peut faire pas mal de configs dessus pour avoir des métriques bien claires et communicantes et même les transférer sur sur d'autres outils, quoi. Euh, Sinon, je vais passer là maintenant sur la mise à l'échelle, le scaling. Donc, toujours sur le site de Martin Fowler, en fait, lui, il trouve il a schématisé ce schéma qui fait une comparaison entre le scaling façon monolithe et le scaling d'une façon microservice. Donc, vous voyez à gauche que le monolithe, en fait, il n'y a qu'un seul bloc qui est dupliqué en 4 fois. Donc, c'est le même. Même si on n'a pas besoin de toutes les microservices dupliqués, on va quand même en fait avoir besoin de dupliquer les serveurs pour avoir des performances meilleures. De l'autre partie, pour les microservices, bien sûr, là, c'est autre chose. Les microservices, en fait, chacun, on peut avoir une configuration différente en fait de chaque microservice. Il y aura des microservices qui auront plus de ressources que d'autres et du coup et qui ont bien sûr la possibilité d'avoir un scaling automatisé en utilisant d'autres outils. D'autres outils comme je pense que vous connaissez tous aujourd'hui Kubernetes. Donc le scaling des microservices avec Kubernetes. Pour les gens qui connaissent pas Kubernetes, c'est un outil, c'est une plateforme en fait open source, extensible et portable pour la gestion des charges de travail et des services containerisés. Kubernetes, en fait, c'est un nouveau outil qui est vraiment qui est un nouvel outil qui est vraiment puissant pour faire la gestion en fait des scaling des composants de conteneurs Docker ou autres et d'une façon automatique. Donc je vous laisse si vous voulez voir sur Internet de quoi il s'agit, mais c'est un outil qui est vraiment intéressant. Et je pense que bientôt on va planifier un meet-up sur les Kubernetes. Euh, autre chose, sur les microservices, en fait, on parle aussi de circuit breaker. En fait, c'est un pattern en fait, qui est utilisé aujourd'hui par pas mal de boîtes. L'idée ici, c'est d'avoir en fait un dispositif qui permet d'isoler momentanément une application des problèmes
des problèmes de ces dépendances externes ou autres. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un site qui est KO, en fait, il faut assurer un service minimum. C'est-à-dire, par exemple, il y a un exemple très connu, c'est que une page qui fait la recherche des produits, par exemple, si la recherche ou le microservice de recherche ne fonctionne pas ou il y a un souci dessus, en fait, on va prévoir une liste minimaliste des produits euh, qui existent en fait déjà sur la base, mais qui seront affichés si notre base de données n'est pas joignable. Donc, on va afficher cette liste minimaliste pour ne pas afficher une page qui dit que notre site est down. Donc, ça, c'est l'idée de Circuit Breaker, prévoir en fait, prévoir les problèmes et assurer en fait une réponse minimaliste. L'exemple très connu, c'est le Hystrix de Netflix. Hystrix, c'est une API open source développée par Netflix qui implémente le pattern de Circuit Breaker. Donc le but ici, c'est vraiment de rendre l'application résiliente aux pannes et de ses dépendances. Euh, je pense que c'est un outil très puissant aujourd'hui et qui est open source, bien sûr, donc on peut l'utiliser sur n'importe quel projet. Euh, voilà, je pense que là, je vais le donner la main à Inter pour la suite. Ok, merci Mohamed pour la présentation. On va basculer pour le moment pour vous présenter les avantages et les inconvénients. Vous voyez mon écran, c'est bon? Du coup, on va présenter les avantages et les inconvénients de microservices. Il y a Mohamed qui a parlé du scaling, déploiement, tout ce qui est lié à l'infrastructure. Par la suite, on va détailler dans cette partie-là, on va parler les avantages. On va se concentrer sur le microservice, les outils, les bonnes pratiques, la mise en place et les choix techniques si on a pensé à implémenter une architecture microservice. Donc, on va commencer vite fait sur on a cité quelques avantages des microservices. Donc, le premier avantage qu'on a cité, c'est aborder le problème de complexité. Donc, on va passer dans une application énorme, difficile à gérer, vers des unités, des petits morceaux de code qu'on peut gérer flexiblement de façon plus flexible. Aussi, l'architecture microservice permet d'optimiser le dimensionnement. Donc, on va passer aussi d'une architecture monolithe vers une architecture micro, de mono à micro. Donc, ce passage nous permet de faciliter pas mal de choses sur le dimensionnement de l'application. Aussi, l'architecture microservice, elle permet aux entreprises de bien gérer leurs ressources, d'optimiser leurs ressources. Chaque équipe, il travaille sur un microservice. Du coup, ça va encadrer et avoir un périmètre sur l'application dans laquelle on peut travailler. Donc, chaque équipe, il travaille sur un microservice, c'est déjà pas mal comme pour prendre des décisions au niveau de l'équipe. Donc, les développeurs permettent d'avoir une décision bien encadrée, spécifique au service. Aussi, le cinquième avantage qu'on a mis, c'est le déploiement. Mohamed il a parlé de déploiement, la flexibilité au niveau du déploiement et la rapidité de déployer un microservice. Donc, on a cité 5 inconvénients. Ce sont des inconvénients, mais ce n'est pas des inconvénients qui nous décident de ne pas choisir l'architecture microservice. Plutôt, ce sont des inconvénients générables et qui ajoutent plus d'efforts pour l'équipe. Par exemple, citer l'exemple de plus de trafic de réseau. Donc, c'est un travail de plus pour gérer le réseau, pour implémenter les load balancers afin de garantir les communications entre les différents microservices. On parle de l'architecture réseau, on parle des communications entre des différents microservices qui peuvent être déployés dans des différents endroits sur des différentes machines. Donc, on est censé gérer la partie réseau. Ça va ajouter plus d'efforts pour la partie développement. Aussi, on a ajouté les bases de données. C'est au niveau base de données cloisonnées.
Donc, en fait, si on parle d'une application qui est monolithe, donc une seule base de données, comment on va découper notre base de données? C'est un peu compliqué pour avoir des petits microservices avec leur base de données. Si on a un table commun entre des entités qui many-to-many, par exemple, comment on va décider de mettre un certain table dans certains microservices? Ça, c'est parmi les inconvénients. Les changements aussi peuvent être compliqués si on va changer plusieurs microservices. Donc, ça va être un peu compliqué pour changer dans des différents endroits. Nécessite un déploiement. Surtout, on insiste dans cette partie des tests d'intégration pour ne pas casser l'ensemble du système. Donc, il faut bien tester le microservice à part de façon unitaire et les tests d'intégration qui vont peut-être nous garantir qu'on ne va pas casser d'autres microservices si on a changé un tel microservice. Environnement automatisé entraîne une nouvelle pratique, donc l'environnement au niveau de déploiement, si on va déployer, on a modifié un microservice, et si notre besoin, par exemple, si on a reçu un besoin de changer une telle fonctionnalité, on peut toucher plusieurs microservices, donc il faut faire attention au mode déploiement pour ne pas déployer une partie, il reste une partie qui permet de casser l'ensemble du système. Et voilà, on a cité des avantages et inconvénients, vite fait. Et par la suite, on va se concentrer sur la mise en place des choix techniques. Avant de penser à mettre en place une architecture en microservices, quels sont les points majeurs à évoquer avant de commencer les choix techniques? Il faut penser à la communication entre les microservices, donc les différentes communications. Il faut aussi implémenter une architecture microservice qui répond à une demande de réponse avec des HTTP REST et des protocoles REST. Aussi, il faut penser à l'orchestration parce qu'on a des différents microservices qui communiquent entre eux. Donc, il faut avoir un moyen pour orchestrer entre les différents microservices. Et aussi, il faut garantir la DDD. C'est le Domain Drive Design qui permet de faciliter un peu le découpage en des microservices et afin de répondre à tous les besoins fonctionnels d'un client. C'est pour ça qu'on a implémenté, on a mis en place, on va présenter le CQRS. Et le CQRS, c'est la solution de communauté Microsoft pour implémenter la DDD. Et en dernière partie, on va implémenter, il faut penser aussi à l'implémentation de l'authentification pour sécuriser les microservices, puisque nos microservices sont éparpillés partout, donc ils vont être déployés sur des différents endroits, il faut un moyen d'authentification pour sécuriser les accès aux microservices. Donc, on va commencer au début sur la partie communication. Et sur la partie communication, on a deux communications possibles ou deux axes. Il faut penser à deux axes. Il y a le protocole synchrone ou asynchrone. Il faut distinguer entre les microservices qui vont parler en méthode asynchrone ou en méthode synchrone. Pour la méthode synchrone, c'est des communications simples entre deux microservices qu'on connaît déjà. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Mais par la suite, on a introduit la communication asynchrone. Cette communication nous garantit la partie retry. Si on a un microservice qui est en panne, on peut rejouer l'action ou rejouer la requête et le microservice. J'ai cité par exemple des systèmes asynchrones qui permettent la communication asynchrone, c'est la RabbitMQ, les systèmes de messagerie ou le service Azure Event Grid. Ça, c'est des communications. Il faut classer, avant de commencer, il faut classer vos microservices et sa moyenne de communication. Est-ce que le microservice M1, par exemple, et M2, il va communiquer directement ou de façon asynchrone? Et le deuxième aspect, il faut penser aussi à la communication à un ou plusieurs destinataires. Donc, le microservice qui va communiquer directement vers l'autre ou il va faire une sorte de broadcast. C'est un événement, publier un événement dans un réseau pour que les autres microservices l'écoutent. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit là soit une destinataire unique. Donc, il faut classer les microservices qui vont parler de façon unitaire. Ils vont parler directement. Et les autres qui vont parler vers d'autres microservices. Donc, ça, il faut bien classer les microservices selon ces critères-là.
pour la partie communication. Passons par la suite à vous présenter la communication, les différents types. Donc, la communication asynchrone. Vous voyez là, la représentation suivante vous permet de vous donner une idée sur les différents types de communication, synchrone et asynchrone. Là, on parle de messages, on parle de communication indirecte, on parle de stockage des événements, et tout ça, c'est les systèmes de messagerie avec le protocole AMQP. Et pour les autres communications sont synchrones, des communications directes, HTTP simple, plutôt. Passons par la suite à la communication, il faut assurer aussi la communication demande-réponse avec REST. Là, on parle vu qu'on a plusieurs microservices, il faut savoir un microservice responsable avec les communications externes. Ça, c'est pour répondre à une requête qui vient de l'extérieur, il faut implémenter une sorte d'un passerelle, un API Gateway, qui permet de répondre à toutes les requêtes. Là, avec cette architecture-là, on peut faciliter, on peut avoir un système réseau plus stable et il va répondre dans tous les cas à la requête demandée par un client externe. Par exemple, un client, je parle d'un client, c'est-à-dire une application externe à l'architecture microservice, que ce soit une application Android, une application front, une application back, n'importe quelle autre application qui va communiquer avec notre architecture microservice. Donc, il va entrer par un API Gateway pour répondre à la requête. Ça, et on va parler par la suite sur l'orchestration. On a cité des exemples Amazon et Azure pour l'orchestration des microservices. Il y a Amazon qui nous offre un système de messagerie qui s'appelle SWF, capable de stocker des messages et rejouer ces messages vers l'ensemble des abonnés. On parle des abonnés ici, on parle de sortes de broadcasts, des envois en masse, des retries, tout ça. Et aussi la partie Logicap. La Logicap Azure, il permet de faire l'orchestration entre les différents microservices de façon directe. Donc, du coup, un microservice, il va appeler un autre microservice, il va récupérer ses données. Avec ces données, il va faire un traitement, il va répondre, il va envoyer ces données vers un autre microservice. L'orchestration entre les différents pour l'enchaînement fonctionnel, on peut l'implémenter dans un Logicap pour assurer que les microservices communiquent bien. Il y a une sorte de traçabilité et toutes les communications qui soient directes ou indirectes sur les différents microservices. Dans tous les cas, ces éléments-là, ces services-là nous permettent de faire l'orchestration entre les différents microservices implémentés dans une architecture. Passons par la suite à parler de la DDDD. Comment on va garantir dans une architecture microservice le principe ou Domain Drive Design. C'est une conception, pour les gens qui ne connaissent pas le DDD, c'est une conception logicielle définie par Eric Helland qui vise à accorder l'importance au domaine métier. Donc, il faut définir les domaines métiers, votre couche de domaine sur laquelle on va se baser pour choisir ou pour extracter ou pour définir les différents microservices pour une architecture bien donnée. Donc, la couche domaine, c'est l'ensemble des entités, par exemple, les agrégats, tout ce qui est lié à la partie métier. Les représente aussi la réflexion de la partie métier sur l'application. Donc, c'est l'ensemble des entités, les domaines des ventes, les architectes. En fait, la couche domaine, c'est très important à savoir pour distinguer ou pour découper une application vers des architectures, vers des microservices. Et là, par la suite, on va vous proposer une solution qui a été mise par la communauté de Microsoft pour implémenter le principe de DDD. En fait, le problème, c'est que pour implémenter le principe DDD, il y a
le CQRS nous impose à faire une distinction entre les actions des lectures et d'écriture. Donc, ça, c'est le principe de CQRS afin d'avoir des domaines qui sont clairs, qui sont indépendants afin de faire pas mal de choses sur la scalabilité, par exemple, pour les accès aux entités, pour définir même les entités entre eux et éviter les couplages entre les différentes entités. Donc le CQRS nous amène à faire, donc les gens qui ne connaissent pas le CQRS, c'est à la base de CQS, donc c'est séparer les accès aux données, et on va séparer les accès données via leur action. Du coup, on va séparer entre les actions updates, par exemple les actions d'écriture et les actions de lecture. Et dans les actions lecture, on peut trouver des get, on peut trouver des options. Et dans les actions d'écriture, on peut trouver des posts, on peut trouver des updates sur une entité, sur un domaine. Du coup, le CQRS nous permet de séparer entre ces différentes actions afin d'avoir un domaine clair et éviter le couplage entre les différentes entités qui appartiennent au domaine. Donc, la solution, c'est la séparation dont on a parlé. Donc, le CQRS, il implémente un design patterns, un ensemble des design patterns. Par exemple, le MediaR, c'est une design patterns qui a été inventé par la communauté Microsoft pour publier des événements et afin de distinguer entre les différentes actions. Si on reçoit une commande sur un microservice, il faut distinguer il faut savoir que c'est un commande d'update, c'est un commande d'écriture, c'est un commande de lecture. Tout ça est géré par un design pattern qui s'appelle Media. Je vous invite à faire un petit recherche sur le Media, c'est très important pour CQRS. Donc là, on va passer par la suite à vous détailler les couches de CQRS. Donc on a parlé de la domaine, de la couche application. Il y en a 3 couches qui sont superposées, donc la présentation, la persistance, l'infrastructure. Le domaine, on a déjà parlé de la domaine, c'est les entités, les exceptions, tout ce qu'il faut pour refléter la base de données, que ce soit les entités de la base de données, le value object, les exceptions, tout. La couche application qui permet d'utiliser ou de communiquer avec le domaine. Donc, c'est les interfaces, c'est les modèles, c'est le logique et c'est les commandes. On a séparé c'est la requête, c'est la traduction métier, c'est la couche business pour traduire les requêtes qu'on reçoit de l'extérieur vers le domaine. Donc, du coup, on a séparé entre les commandes et les queries. Donc, ça, c'est évident. Et sur la partie persistance, on peut trouver les bases de données, les migrations, les abstractions, tout ce qu'il faut qui est lié aux données, quoi. Et pour la couche infrastructure, on va implémenter tout ce qui est des API clients, tous les éléments externes, les services externes et tout. Et dans la partie présentation, on peut trouver des applications MVC, des applications monolithes, même des autres microservices qui appartiennent à d'autres architectures, des web API, des web forms, des fronts. On peut trouver dans la couche présentation tout n'importe client qui peut consommer un microservice. Et voilà, passons par la suite à vous présenter l'implémentation de l'authentification et comment on va penser sur la sécurité de l'architecture microservice. On a 2 modes de protection, soit en protégeant par des SSO, des protocoles de communication O2 ou basique ou peu importe. L'essentiel que l'application qui va se connecter, il va requester un SSO ou une identité microservice qui permet de récupérer un token afin d'utiliser ce token pour communiquer vers les microservices. C'est l'une des solutions pour sécuriser les accès aux microservices. Moi, j'aime pas trop cette solution. Par contre, j'utilise cette architecture-là en se basant sur un API Gateway. C'est l'API Management, ce qu'on appelle l'API Management, qui permet de communiquer, d'assurer la communication entre l'extérieur et les microservices internes
En se basant sur ce principe-là, donc le client, avant de communiquer directement vers le microservice, il a besoin d'un microservice, par exemple un client externe de l'architecture, il va utiliser un microservice, il doit passer par l'API, dans laquelle on peut implémenter pas mal de choses, de sécurité, d'authentification, de traçabilité de la requête entrante. On peut faire pas mal de choses sur l'API management afin de laisser par la suite les clients se connecter à un microservice. C'est un sorte de passerelle pour les gens qui sont doués par le réseau, c'est le passerelle ou le moteur vers notre architecture microservice. Ça, c'est pour implémenter l'authentification pour cette partie-là. Passons par la suite vers des exemples réels. J'ai pris un exemple, ce qu'on a développé dernièrement pour un client d'Exteam. Par exemple, je prends cette architecture-là. Donc, on a un système externe, c'est un ERP Dynamics, qui s'appelle Navision. Je ne sais pas que vous connaissez ou pas, c'est Navision, c'est un système, c'est un ERP externe Dynamics qui appartient aux familles Dynamics de Microsoft. C'est un client pour moi, c'est un client externe. Il va utiliser un microservice, par exemple, chez nous. Donc, il doit requester la PIM, c'est l'API management. Elle va envoyer la requête vers un orchestrateur. Par exemple, j'ai mis un logiciel qui permet de communiquer vers un topic. C'est un topic, c'est l'équivalent à RabbitMQ au système de messagerie afin de, par la suite, d'envoyer la requête reçue vers l'entreprise, vers un microservice qui s'appelle entreprise, par exemple. Et au cas où il y a un souci dans l'entreprise, il peut publier un événement d'erreur vers la topic. Donc, si on n'est pas bon, donc on va publier un événement d'erreur. Et en même temps, l'orchestration, le rôle de l'orchestration ici, il peut aussi à la fois envoyer des requêtes vers un microservice qui appartient à l'architecture, même il peut consommer, il peut envoyer l'événement à un élément externe aussi de l'architecture microservice. Par exemple, CRM, ils vont envoyer la requête vers CRM, c'est un ERP Dynamics aussi de Microsoft. Ça, cet enchaînement traduit que on a utilisé une architecture microservice passant par la PIM vers un orchestrateur qui permet d'envoyer une requête, un message, publier un événement dans un système de messagerie. Et par la suite, les systèmes de messagerie, ils vont envoyer vers le message reçu vers un microservice afin de faire une action dans le microservice, soit une action de création, soit une action d'update, soit une action de lecture. On a ça. Et par la suite, on va présenter, ça c'est l'architecture qu'on a mis en place. Tout ce qui est violé sont des microservices. Citer par exemple un microservice entreprise qui permet de gérer tout ce qui est lié à l'entreprise. Un microservice profile utilisateur, tout ce qui est lié au contact de l'entreprise, donc un contact humain, quelqu'un qui va adhérer au client. Ça, c'est l'ensemble des champs, ça, c'est l'organigramme qu'on a mis en place afin de communiquer avec des microservices. Au début, on a décidé, au début, on a fait la décomposition comme ça, suite à la demande fonctionnelle que on peut gérer les entreprises à part, donc un microservice qui permet de gérer tout ce qui est entreprise, tout ce qui est l'unicité d'entreprise, tout ce qui est une entreprise comme entité existante. Et les contacts sont tout ce qui est l'email, une personne qui représente une personne physique. On a aussi des autres microservices, documents par exemple, d'autres de traçabilité et d'autres microservices. Et je vous montre cette implémentation pour distinguer, pour savoir comment on peut comment on peut choisir les microservices ou décomposer une architecture vers des microservices et assurer les différentes communications et comment on peut communiquer entre les différents microservices. Il faut définir tout le flux, tous les échanges et afin de développer une architecture microservice stable, sinon vous aurez des problèmes par la suite au moment de l'implémentation. Passons par la suite pour présenter l'un des systèmes des logs
qui a été implémenté pour suivre les requêtes. À gauche, vous trouvez l'ensemble des microservices. On a pratiquement 6 ou 7 microservices. Et là, on peut loguer les microservices, le trafic, le réseau, tout ce qu'il faut pour suivre la consommation des endpoints, le nombre de requêtes en échec, nombre de requêtes qui sont en succès. Les données aussi, on peut extracter les données, on peut faire tout ça. C'est un service Azure qui permet de suivre les microservices. Je vous montre ça parce que si on parle de microservices, il faut un moyen pour suivre le trafic réseau et un moyen pour suivre les communications entre les différentes microservices, les échanges et tout ça. C'est intéressant parce que pour les applications monolithiques, on n'a pas besoin de ça parce que c'est une application qu'on n'a pas solution de réseau, on n'a pas de solution de trafic, on n'a pas de notion des échanges entre les différents microservices. Là, c'est bon. Et par la suite, on va vous montrer un peu les points d'intention à mettre en place avant de penser à l'architecture microservice. Il faut bien choisir le domaine. Il faut bien identifier le domaine dont on peut extraiter par la suite l'ensemble des microservices. Aussi, il faut passer au log parce qu'on parle de réseau, on parle de trafic, on parle des échanges entre des différents microservices. Donc, il faut avoir un système de log centralisé parce que chaque microservice a sa propre base de données. Donc, du coup, c'est très difficile de suivre la requête si tu n'as pas un système de log qui permet de suivre l'ensemble de trafic et l'ensemble de requêtes qui peut être arrivé à consommer plus qu'un microservice vu la communication et l'architecture réseau. Aussi, il faut penser au déploiement parce que si on parle de dizaines de microservices, on va tomber sur des configurations des pipelines sur des dizaines de microservices, donc c'est très difficile à gérer. Donc il faut avoir un système qui permet de faire l'intégration continue. Aussi, il ne faut pas oublier le scaling up, tout ce qui est scaling de microservices et faire en sorte qu'on doit avoir un système. Il faut penser aussi l'auto-scaling pour cette partie-là et définir les messages. C'est très important de définir les messages et les échanges parce que pour ne pas tomber à chaque fois de modifier et à chaque fois de mapper les objets parce qu'il y a trop des objets à communiquer. Donc, il faut penser à un message et définir avant de commencer les messages de communication. Aussi, il faut penser à tout ça. Donc, pour moi, pour implémenter l'architecture microservice, il faut détailler tout ça afin d'avoir une architecture simple, stable et gérable et on peut suivre facilement, on peut le déployer facilement. Et c'est tout pour cette présentation. Merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes là pour répondre à des questions s'il y a des points qui ne sont pas clairs.